Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. Avant d'écouter mon invité, je souhaite vous parler de mon sponsor, Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui révolutionne l'intégration des collaborateurs. Tilt, c'est le point de départ qui évite les départs. Vous le savez, un onboarding réussi est essentiel pour l'engagement et la rétention des collaborateurs. C'est l'occasion pour les nouveaux employés de se sentir à l'aise dans leur nouvelle entreprise et de se familiariser avec leur culture, leur mission et leurs collègues. Mais l'onboarding peut être une tâche complexe et chronophage pour nous, professionnels RH. Et c'est là qu'intervient Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui simplifie et automatise le processus d'intégration. Grâce à ses fonctionnalités avancées et personnalisables, Tilt offre une expérience d'intégration fluide qui permet aux nouveaux collaborateurs de se sentir rapidement à l'aise dans leur nouvelle entreprise. Tilt se distingue également par sa flexibilité. La plateforme s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Tilt est enfin une solution simple et intuitive à utiliser. Elle nous permet, professionnels RH, de nous concentrer sur les interactions humaines tout en assurant une intégration réussie des nouveaux collaborateurs. Bref, pour en savoir plus sur le Tilt, rendez-vous sur leur site web www.tilt.io. Tilt, T-E-E-L-T. Place maintenant à notre invité. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi, mais vraiment ravi de recevoir à Rennes, dans mes locaux, l'expert en sourcing et en recrutement, le conférencier, le formateur, le producteur de contenu, Léo Bernard. Ça fait beaucoup de titres, ça. Ouais, salut Léo, ça va ? Salut, ça va très bien, et toi ? Donc, très bien, merci. On va y revenir, tu as été salarié depuis 2022, tu es le cofondateur avec Élise Moron, je crois, de Blendy, on va bien sûr y revenir. C'est ta première fois à Rennes ? C'est la première fois que tu viens à Rennes ? Non, alors j'ai de la famille qui vit à côté, à Die, je crois. BD, pardon. BD, oui, c'est BD, ouais. À l'ouest de Rennes. Exact. Ils ont même lancé un truc qui s'appelle Les Insolites de Sophie. Tu vois, j'en sais jamais. C'est des sortes de petites yourtes dans la slash roulotte dans la campagne. Donc non, c'est pas ma première fois. Je connais pas très bien la ville, mais je suis venu, je dirais, une dizaine de reprises depuis que je suis petit. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, merci d'avoir affronté aussi ce métro qui est en panne en ce moment. C'est ok. Tu sais, pour vivre à Paris, les problèmes de transport c'est tous les jours, donc genre à Rennes ça va être nouveau, tu sais, genre oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Non, donc je suis habitué. Ok. Et c'est ok. Alors avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, Léo, tu nous parles recrutement évidemment, que tu nous parles de Blendy, de ce que vous faites, de ta vision aussi du recrutement. C'est important qu'on revienne un peu sur ton parcours. Avant Blendy, que faisais-tu ? Quelle est ton histoire en fait ? Ouais. Moi, je dirais il y a un mot clé en fait qui lie tout mon parcours. Le mot clé, c'est l'injustice. Quand j'étais petit, ma mère me nourrissait. C'est ma mère qui m'a élevé toute seule et elle me nourrissait de Batman. J'ai beaucoup regardé de Batman et du coup, t'es là en fait. Pourquoi Batman il se bat ? Parce qu'il y a un monde qui est injuste et il essaye à sa manière, même si c'est une manière qui est un peu hors la loi, de battre le crime et d'arrêter avec l'injustice. Et du coup, tu grandis et on arrive au truc horrible où t'es en terminale. C'était ton héros, Batman. C'était mon héros à l'époque. Ouais. Je trouve aujourd'hui, je suis plus hyper accro à tout ça, mais quand j'étais petit, voilà, il a accompagné mon enfance. Et quand t'arrives en terminale, on te demande, fais un choix qui va dicter ta vie. C'est hyper traumatisant quand tu y penses. Admission post-bac, ça s'appelait à l'époque, avant le Parcoursup. Et là, je me dis, j'en sais rien, genre j'ai aucune idée. Et tout le monde te dit, fais du droit, ça te fermera pas de porte, ça t'ouvrira toutes les portes, un peu le discours nul qu'on te donne quand t'es étudiant. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est cool. Et en plus, le droit, il y a à côté, justement, tu te bats contre l'injustice, tu vois, genre tu vas aider la veuve et l'orphelin, la veuve et l'opprimé, je sais plus comment on dit, à se battre contre ce qui est injuste. En fait, c'est pas ça, le droit, j'ai déchanté très
très vite, ou c'est plutôt l'inverse. T'aides les gens qui ont du pouvoir à le garder, hein. C'est ma vision en tout cas qui est assez négative du droit, mais je l'assume. Et donc je me suis dit, c'est pas fait pour moi finalement, et j'ai bifurqué vers les RH. Donc en fait, après en master 1 en droit, je me suis dit, il faut que je fasse des RH plutôt, parce qu'en fait le RH, pour moi, l'image que j'en avais, c'est la personne dans l'entreprise qui justement défend les salariés contre le grand méchant employeur. Je précise, j'ai des parents d'extrême gauche, donc du coup ça a un impact, tu vois, sur ma vision du monde du travail à l'époque, qui était le grand méchant employeur et les tout gentils salariés. Du coup, j'ai commencé par des RH. Mon premier boulot, donc t'as fait un master 2 RH, quoi. Je fais un master 1 d'abord, en RH à Toulouse. Donc tu vois, je suis originaire de Poitiers. Et d'ailleurs, à 20 ans, je suis parti de Poitiers en mode d'abord à l'étranger en Angleterre pour faire un Erasmus à Bristol où j'ai appris à parler anglais, hyper utile quand tu recrutes. Et du coup, donc je suis arrivé à Toulouse et ma première boîte, c'était Sigfox. Je sais pas si tu vois ce que c'est, qui était à l'époque la pépite, la licorne la plus prometteuse, la future licorne, etc. Finalement, ils ont été rachetés par un de leurs sous-traitants. C'est un peu le hasard du sort. Mais du coup, tu vois, ma première expérience de travail, c'était une boîte tech avec de l'hyper-croissance, avec du coup des RH qui sont au cœur de la stratégie business. Et donc, du coup, j'ai eu une bonne école. Et donc, là, t'étais plus RH que recruteur? Je faisais tout. Mon job était, j'étais dans l'équipe recrutement, mais j'ai eu des projets RH. Tu sais, les fameux projets formation, projets marque employeur, etc. Donc, on pourrait dire que j'étais un peu chargé de développement RH, si tu voulais dire en termes de titre. Donc, je faisais 50% de recrutement et 50% de projet. Le truc qu'on donne à un stagiaire parce que, tu comprends, le stagiaire, il saura faire mieux que nous. Ou juste, on n'a pas envie de le faire. Genre, quand je sais pas, des trucs chiants de stagiaire. Mais c'était trop intéressant comme première expérience et du coup ça m'a confirmé le choix de faire des RH. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, mais j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça, mais c'est normal, on l'a dit tout à l'heure en off, mais tu es une des personnes qui m'a donné envie de faire des RH parce qu'à l'époque je faisais ma veille comme tout bon étudiant qui se respecte et en fait les RH n'étaient pas aussi sexy qu'aujourd'hui en 2000, je sais plus ce qu'on est, 2016, 2017, et du coup je découvre des gens comme toi qui dépoussièrent le monde des RH. Tu sais, c'était l'époque où tu avais les Chief Happiness Officers qui venaient d'arriver, un petit peu cette nouvelle vague de on peut faire des RH autrement. Donc j'ai appris à faire tout ça et je me suis dit c'est cool, j'aime bien et donc je vais continuer. J'ai eu la chance de faire des expériences après à l'étranger, donc je suis travaillé au Vietnam dans une boîte qui s'appelle Amaris, qui est une boîte dans le conseil ESN, puis j'ai travaillé à Barcelone, là pour le coup c'était du full recrutement de profil tech, mes premiers vraiment vrais recrutements tech, donc c'était assez intéressant. Et je suis arrivé à Paris pour finir du coup mon master en parallèle après cette pause de voyage où j'étais chez L'Oréal, donc expérience de grand groupe à rajouter à tout le reste. Et en fait je me suis dit maintenant que j'ai fait un peu de recrutement, un peu de RH, qu'est-ce que je préfère? C'était clairement 99% recrutement et 1% RH, ma préférence. J'ai toujours été passionné par le recrutement. J'aime les RH, mais j'adore le recrutement, si on pourrait dire la différence, tu vois. Genre, il y a vraiment un truc en plus. Et du coup, j'ai travaillé dans le conseil, chez Faber Novel, où là, le rôle était j'étais le seul recruteur d'une BU du groupe, puis de 4 BU du groupe, parce qu'il y a eu une fusion. Tu faisais du recrutement pour l'entreprise? Je faisais que du recrutement pour l'entreprise. En mode cabinet. Exactement. Pour tout. C'était vraiment en interne. Moi, j'ai toujours fait du recrutement en interne, parce que j'ai jamais recruté pour d'autres boîtes. On en reparlera quand on parlera à Délise, mais c'est un peu l'inverse, tu vois. J'ai toujours été un recruteur interne, du coup, à maîtriser la marque employeur, à connaître mes collègues sur le bout de la main, à voir les gens que je recrute progresser dans la boîte, avoir des évolutions, etc. Donc j'ai fait du conseil avec Faber Novel. Puis j'ai eu une pause startup européenne, donc j'étais chez Choco, qui est une boîte dans la food tech. Donc en gros, Choco, c'est une app pour que les restaurateurs commandent auprès de leurs fournisseurs, ce qui va nourrir ensuite les clients d'un restaurant. Ce qui est hyper intéressant comme boîte. Je travaillais à cheval entre Paris et Berlin en plein Covid. Je te laisse imaginer le bazar que ça pouvait être, avec des collègues qui étaient aux US, en Estonie, genre à Berlin, à Paris et en Espagne. C'était un peu du grand n'importe quoi, tout en visio. C'était assez drôle. Et après ça, en fait, j'ai eu la chance aussi, c'est que chacune de mes boîtes, c'est des gens qui sont venus me chercher. J'ai jamais candidaté à des jobs. C'est toujours des gens qui m'ont chassé ou du réseau qui m'a dit « Léo, j'ai un truc pour toi ». Et là, ce truc pour toi, c'était ClearUp, donc qui était mon dernier CDI avant que j'entreprenne. Et là, ClearUp, le pitch était intéressant, c'était on est 4 fondateurs et fondatrices, on a 0 salarié. Est-ce que tu veux être notre premier salarié en charge des RH au global? C'est assez rare, ça. C'est hyper rare. Ils ont investi tout de suite sur la fonction RH. Le premier recrutement, c'est RH. Ce qui est assez chouette, tu vois, sur le principe. Et je me suis dit, ok, trop bien. Donc, le seul, entre guillemets, genre, pour moi, le côté négatif, c'était de refaire des RH purs. Genre, la paye, gérer les contrats de travail. Et donc, ça, très vite, j'ai délégué, du coup, à différentes personnes, mais j'ai quand même, en fait, mis en place toutes les structures. Et ça, du coup, c'était trop bien. En gros, tu commences à table rase et c'est mets en place une politique de rémunération, politique de formation, politique de recrutement. C'est un job plutôt sympa, effectivement. C'est trop bien. En fait, c'est un job d'intrapreneur où du coup, en fait, j'étais membre du CODIR à l'époque, tu vois. Donc, en fait, j'étais au même niveau, entre guillemets, que les dirigeants à définir du haut de mon jeune âge tout ce qui va aller structurer ensuite la suite de l'aventure dans cette boîte-là. Et forcément, quand tu côtoies les entrepreneurs au quotidien, du coup, ça te titille et tu te dis, tiens, c'est intéressant aussi de créer une boîte. Et donc, j'ai eu en effet l'envie, début 2022,
de créer ma propre boîte en me disant maintenant que j'ai fait plein de boîtes différentes, du CDI, du grand groupe, du conseil, de la start-up, de la PME, de l'ESN, en France, à l'étranger, il y avait un point commun entre toutes ces boîtes, c'est que la fonction recrutement était pas respectée, avait pas de budget, était pas formée, et donc j'ai décidé de créer ma boîte début 2022. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette boîte avec Élise ? Alors à la base je voulais la créer sans parce que je connaissais pas Élise. D'accord. Ok. En fait j'ai démissionné, c'était début 2022 en mode on verra, je vais tenter l'expérience en tant que solopreneur, c'est un peu le terme à la mode, me disant je trouverai mon chemin. Et en fait je suis tombé sur le chemin d'Élise en parallèle. Élise qui donc est une des meilleures chasseuses de tête que je connais, une recruteuse externe pour le coup qui a toujours travaillé en cab ou à son compte. C'était l'inverse de moi, tu vois. On est un peu le yin et le yang du coup. Donc elle fait un faux métier, moi je fais un vrai métier, le métier de recruteur interne. Coucou les recruteurs externes qui nous écoutent. On aime beaucoup se taquiner avec Élise en permanence. Et du coup, je l'ai rencontré par hasard et on s'est dit, viens, en fait, c'est marrant, on a la même envie, qui est de créer une formation en recrutement. D'accord. On a envie d'entreprendre, faisons-le ensemble, tentons l'aventure. Si tu veux, je peux détailler sur pourquoi entreprendre, l'association, etc. Mais du coup, c'est un peu un hasard et c'est ce que je dis, c'est que malheureusement / heureusement, je suis tombé du coup sur Élise et du coup, mes plans de soloprenariat, je vais voyager, etc. Je vais tenter, je vais me découvrir. On a arrêté net et on s'est dit, viens, on crée une vraie boîte, on fait ça ensemble et on s'amuse. Et donc, on a eu je dirais, une association en plusieurs étapes qui finalement aboutit aujourd'hui à un bonheur parfait. Ok. Et c'est quoi la chose la plus drôle ou la plus folle, la plus fun qui vous est arrivée depuis que vous avez créé Blendy ? Depuis qu'on a créé la boîte que tu n'aurais pas imaginé peut-être vivre. Ouais, exactement. Très bonne question. Je dirais, c'est le type de boîte première chose qui me vient en tête, c'est les boîtes qu'on forme. Initialement, on s'est dit, on vient des boîtes tech, on a une culture très start-up, on aura des boîtes similaires. Et finalement, on se retrouve à former des boites qui n'ont rien à voir. Des PME qu'on connaissait même pas, des boîtes qui sont, genre, tu vois, on a eu je vais pas forcément les nommer, mais qui sont des sous-traitants, genre automobiles ou aéronautiques. Si tu as envie de nommer des clients, tu peux dire ce que tu veux. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour les clients, j'ai pas leur avis, donc je sais pas si tu vois s'ils le veulent. Mais du coup, ce côté où c'est pas du tout ce qu'on s'attendait en termes de clients. Et donc typiquement quand t'es habitué à recruter genre des développeurs, des product managers et des sales et que on te dit moi ma galère c'est par exemple je sais pas des gens qui gèrent le frais dans mode genre dans un hangar par exemple frigorifique. T'es là, ok, quel est ce job ? Qu'est-ce que je le connais via mes expériences perso, via mes jobs étudiants ou autres, mais du coup, c'était pas du tout le monde dans lequel on venait. Et donc, forcément, on n'a pas le même langage, on a forcément les bons codes. Et donc, à force, maintenant, on est habitué à un peu être caméléon, tu vois, et à s'adapter aux différentes boîtes qu'on a. Et sinon, un truc ouf qui nous est arrivé, c'était très drôle, c'était une personne qui nous a contacté, un lead entrant. Donc, quelqu'un qui est venu nous voir en mode, hey, est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Et c'était pour former des personnes en Tunisie. Et elle nous payait genre 2 semaines, tout frais payé, avion, hôtel, pour former du coup plusieurs personnes sur place. Et c'était genre, elle fait oui, et puis je vous paye le prix que vous payez en France, etc. Et c'était en fait un deal, genre je sais plus combien de cas. Exactement, tu vois, la tête que tu fais, exactement la tête qu'on a fait, tu vois, en mode c'est trop beau pour elle, elle est l'arnaque. Et du coup, on n'a jamais eu une nouvelle, tu vois. Mais du coup, c'était marrant parce qu'on a eu un call d'1 heure où elle était là, oui, je vous paye les meilleurs hôtels, etc. Genre, je vous fais un peu, tu sais, genre, Et finalement, on sait pas ce qui s'est passé. Et c'était trop bizarre, tu vois, on sait toujours pas ce qui s'est passé à cette personne-là. On l'a relancé à plusieurs reprises en mode, ouais, vas-y, c'est quand qu'on va en Tunisie ? Et finalement, non, on a abandonné. Donc ça, c'était très, très bizarre comme expérience. Ouais, c'est très étonnant comme chose. Dernière question, après je t'embêterai plus tout sur la partie entrepreneuriat. Avec ton recul, ça fait 2 ans. Quel conseil tu donnerais à un jeune RH ? Parce que tu l'as... Ouais. Forcément, tu deviens de moins en moins jeune, mais tu étais un jeune RH quand tu as créé le coup dur. Ouais, coup dur. Mais un jeune RH qui se dit, tiens, moi j'ai envie de lancer mon entreprise dans le secteur des RH. Quel conseil tu lui donnerais et avec ton expérience actuelle? Je dirais 3 choses. La première, c'est de parler à des gens qui sont entrepreneurs RH, parce que malheureusement, tu vois, moi j'ai fait un master RH et j'ai pas eu une seule personne qui était entrepreneur ou entrepreneuse dans mon master qui sont venus témoigner. C'était que des RH de grands groupes, grosso modo. Si je résume, je pense que c'est un peu classique, tu vois. Et du coup, en fait, tu sais pas que ça existe quand tu es étudiant RH. Donc je dirais parler à des gens qui font ce job. Et souvent, un entrepreneur, tu vas lui devoir en mode, hey, salut, parle-moi de ton job, il est content ou elle est contente. Deuxième chose, c'est du coup de demander à ton futur type de client. Donc de faire une sorte de user research, donc un terme qu'on utilise pour aller parler à ses futurs clients de qu'est-ce qu'ils aimeraient. Et donc tu vois, si tu as envie, je sais pas, de créer de l'influence TikTok pour des PME dans le nucléaire, go, du coup tu vas voir des gens qui sont dirigeants de PME dans le nucléaire, tu leur demandes est-ce que ça t'intéresserait, pourquoi, comment, pourquoi tu fais pas aujourd'hui, combien tu serais prêt à payer. Donc vraiment poser des questions à ta future cible. Et la troisième chose, c'est d'essayer en étant étudiant. S'il y a bien un regret que j'ai, c'est de pas avoir essayé quand j'étais étudiant de tenter des trucs à côté, tu vois. Souvent t'es étudiant, tu fais le bon étudiant, tu révises tes cours, tu fais attention à tes contrôles, tu te bourres la gueule quand t'es étudiant et que t'aimes un minimum l'alcool et que t'aimes un minimum te sociabiliser parce que c'est la seule manière de le faire.
Bref, en gros, c'est de te dire, je suis étudiant, j'ai rien à perdre. T'as pas de famille souvent, t'as pas forcément de prêt, t'as rien en fait, ou un prêt étudiant potentiellement. Mais du coup, tu tentes des choses et tu fais un statut auto-entrepreneur, ça prend 5 minutes et t'essayes. Donc tu vas avoir des clients, tu les démarches et tu dis, voilà, j'ai envie de tester. Ok, je suis étudiant, mais j'ai envie de tenter. Et ça, je pense que c'est un truc que beaucoup de gens font aujourd'hui, tu vois. Quand j'ai commencé à être étudiant, il y a un bon moment, j'ai pas envie de dire les années, j'ai l'impression d'être vieux alors que pas du tout, mais c'est un truc où quand t'es étudiant, souvent, tu penses pas à faire ça et t'oses pas le faire. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Et je suis content de voir que t'as des étudiants qui entreprennent, même souvent des gens qui sont diplômés, qui n'ont même pas encore leur master, ils sont déjà entrepreneurs. Et c'est génial, tu vois. Et qui font des boîtes à succès. Ça, c'est clair. J'ai interviewé Jean-Baptiste de Belair, dirigeant de Steeple. Je sais pas si tu connais Steeple. Ouais. Donc, qui est avec une boîte de Rennes. Ouais, trop bien. Et en fait, Steeple, Jean-Baptiste, il le dit d'ailleurs quand je l'ai interviewé, il me dit, mais j'ai jamais travaillé en fait. Oui. Voilà. En fait, c'était un projet étudiant et son projet étudiant est devenu une entreprise aujourd'hui à succès, totalement financé sur fonds propres, bootstrappé, plus de 100 collaborateurs et qui cartonne. C'est trop bien. Et en même temps, tu vois, faire attention c'est quand même, moi je suis quand même content d'avoir fait plein de boîtes différentes parce que du coup, aujourd'hui, tu vois, par rapport à ma posture de former des gens en recrutement. En termes de crédibilité. Exactement. Si je connaissais pas leur boulot, tu vois, il y a des gens aujourd'hui qui forment en recrutement mais qui n'ont jamais été recruteurs, je me dis, ouais, mais en fait, tu connais pas leur galère du quotidien. Tu sais pas ce qu'ils vivent. Et donc, je pense que ça m'a quand même aidé d'avoir fait ça et j'ai pas de regrets. Juste, en effet, c'est cool de tenter un petit peu en parallèle quand tu es étudiant. Ok. On va parler un peu de Blendy. Au-delà de ce que tu fais, ce qui m'a intéressé aussi, c'était tes convictions sur ce qui se passe aussi dans le monde du recrutement aujourd'hui. Déjà, pourquoi ce nom Blendy ? En fait, comment vous l'avez choisi ? On a fait un générateur de noms sur ChatGPT, non pas du tout. En vrai, on a mis un bon moment à le trouver. À la base, quand on s'est lancé, ça s'appelait T-Shaped Recruiter. Ça donne pas envie. Non. On comprend pas ce que c'est. Vous avez bien fait de changer. Et du coup, tu vois, le concept de T-shaped, pour le coup, on l'a encore. En fait, quand t'es T-shaped, c'est t'as une compétence que tu maîtrises à 100%. C'est la barre, du coup, verticale de ton T. Et ensuite, t'as des choses que tu maîtrises un tout petit peu. Donc, c'est la barre horizontale de ton T. Et donc, tout ce qu'on fait avec Blendy aujourd'hui, c'est mettre en forme tout ça. Donc, en gros, quand tu recrutes, tu dois à la fois être très bon en recrutement, mais c'est cool de connaître un peu le marketing, le sales, la data, le growth, etc., etc. Okay. Si tu connais des compétences annexes et connexes et que tu rajoutes ça à tes compétences initiales, tu deviens, du coup, un profil T-shaped. Je pourrais t'envoyer, si tu veux, des liens sur un article qui explique ça, que j'ai sorti sur le blog de Tim Taylor. Je veux bien le lien comme ça, je le mettrai moi dans la description. Du coup, on mettra ça. Et du coup, en fait, c'était un peu on s'est dit, tiens, c'est ce qu'on fait. Donc, appelons-nous comme ça. Le pire idée, tu vois. Genre, ça s'appelait T-Shaped Recruiter. Et donc, Blendy, c'est plus court, c'est plus catchy, c'est entraînant. Et je dirais, il y a deux raisons. La première, en fait, le blend, c'est du coup le mix, tu vois, des compétences. Donc, en fait, parce qu'on a le côté T-Shaped, en fait, c'est une manière de dire, en fait, on te forme non pas au recrutement pur, au RH pur, mais à tout le reste. Et deuxième chose, du coup, on est une boîte de formation. Et en formation, il y a un truc qui s'appelle le blended learning. Quand tu mixes le e-learning et le présentiel. Donc du coup, c'était oscillé. Donc c'est à la fois on te forme à être toi blended et on te forme de manière blended. Et blended, du coup, ça passe bien. Tu vois, il y a le petit Y qui est assez catchy. Pour le logo, c'est assez rigolo. Ça fait un petit Y un peu, une forme sympa. C'est malin. Alors, ça c'est la question ultime que tout le monde attend. Oh là là. À quoi sert Blendy ? Quelle est la mission de Blendy ? À décorer. Non, on est à faire joli sur un profil LinkedIn. Vous faites quoi ce qu'on fait, on forme des gens qui font du recrutement au recrutement. C'est hyper simple. Pourquoi je dis des gens qui forment au recrutement ? Parce que historiquement, on formait des gens qui étaient recruteurs, recruteuses et RH, donc qui gèrent le recrutement au quotidien. Et aujourd'hui, on forme aussi de plus en plus des managers, des dirigeants et des dirigeantes qui ne font pas du recrutement au quotidien. Enfin, si, qui en font, mais en fait, dont c'est pas la seule mission. Si tu veux, je sais pas, quelqu'un qui est directrice sales, directrice commerciale, son job, c'est de faire de vendre. Mais s'il y a une équipe, disons, de 10-20 personnes, elle va recruter plein de gens. Et donc, en fait, dans ses missions annexes, elle a le recrutement. Et donc, aujourd'hui, on forme tous les gens qui recrutent. Donc, de la personne qui va faire un recrutement par an, qui veut juste connaître un peu les bases, à quelqu'un qui est recruteur vraiment depuis genre 10 ans et qui a qu'une envie, c'est de devenir meilleur. Et donc, là, c'est aussi, on s'adapte, tu vois, en termes de niveau. On forme à la fois des gens qui sont, je dirais, un peu débutants, qui ont que quelques années parce que les attentes peuvent être très différentes, en fait. Exactement. À des gens qui sont très avancés, très expérimentés. On a des fois des DRH qui ont 20 ans d'expérience qui sont venus se former avec nous. Parce que clairement, quand tu es un peu loin de l'opérationnel, des fois aussi, tu perds la main. Et donc, on a à la fois des gens qui sont au début de leur carrière en recrutement, d'autres qui sont pour le coup beaucoup plus avancés. Et ça, dans différentes industries, tu vois, on forme des grands groupes, des ESN, des PME, de la start-up, principalement en France aujourd'hui en tout cas. Mais on a aussi des boîtes internationales avec lesquelles on travaille. Mais voilà, le but, c'est vraiment que les gens qui recrutent aient les clés pour recruter. Et pourquoi ? En fait, c'est parce que tu as géré deux choses qui manquent souvent aux recruteurs aujourd'hui. Un, ils sont pas assez efficients parce qu'ils n'ont pas les outils, les clés, les méthodes, les logiciels pour travailler. Et deux, ils n'ont pas le côté kiff du job. C'est prendre plaisir à ce que tu fais. Et si tu prends pas plaisir et que t'es pas efficace, forcément, le métier est horrible. Mais si par contre, on t'apprend à avoir des bonnes méthodos, à aller beaucoup plus vite dans ce que tu fais et surtout à prendre plaisir à parler à tes managers, à parler à tes candidats et à tes pairs, là, du coup, le recrutement, c'est beaucoup plus agréable. Donc, vraiment, le but, c'est que les gens
aiment faire du recrutement et ne partent pas au bout de 2-3 ans, ce qui est un peu l'espérance de vie dans le recrutement. Tu vois, les gens, ils font ça, 2-3 ans, ça les saoule, ils partent et ils font soit des RH, soit complètement autre chose, soit du coup, ils créent des boîtes, j'en sais rien. Mais du coup, les gens ne restent pas dans le recrutement, ce qui est hyper dommage. Et donc, nous, on aide les gens à être heureux quand ils recrutent et épanouis. D'accord. Donc, vous êtes un organisme de formation, vous avez un statut, j'imagine, officiel. Ouais, ok. Et vous formez plutôt présentiel, plutôt distanciel, plutôt les deux. Enfin, c'est quoi on fait les deux en termes de format. Okay. Donc, tu vois, historiquement, on s'est lancé en présentiel parce qu'on voulait justement tenter c'est pas notre métier historiquement d'être ingénieur pédagogique, tu vois, on l'a appris sur le tas. Et du coup, on s'est dit, viens, on tente. La première session, clairement, on en a un peu honte avec Élise, mais souvent on dit que c'est bien quand t'as honte de ce que tu fais au tout début, tu vois. Vraiment, c'était 2 jours. Plus stressé que les élèves qui étaient autour de la table. On a fait quoi. Plein d'heures. Par exemple, tu vois, typiquement, on était debout pendant 2 jours. Tu fais pas ça quand t'es en formation avec des adultes, d'être debout pendant 2 jours. Ça marche pas d'un point de vue andragogie, qui est le terme de la pédagogie pour les adultes. En fait, être debout, ça montre que t'es entre guillemets supérieur et ça marche pas, t'es pas inclusif. Donc on était debout pendant 2 jours avec Élise. C'était juste que des slides, que du PowerPoint pendant 2 jours. C'était imbuvable. Il n'y avait pas d'exercice pratique, il y avait rien. Il y avait pas d'avant, il y avait pas d'après. Clairement, c'était pas forcément la meilleure formation du monde. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, tu vois, genre c'est stable. Ça fait depuis genre, je dirais 6-7 mois qu'on a quasiment plus touché à la formation, en tout cas sur la forme, parce que ça marche. Et donc on a 2 formats. Format numéro 1, c'est 100% en ligne. Donc ça va être 30 heures de contenu recrutement que tu fais comme tu veux. T'as 1 an pour le faire, donc c'est large, tu vois. Et là, t'as des gens qui vont un peu faire comme sur Netflix, soit ils vont le binge sur 2-3 semaines. Le record là, c'est quelqu'un qui a fini en 1 mois les 30 heures, ce qui est quand même assez costaud, tu vois. Genre ça fait quoi? Ça fait 7h30 par semaine, c'est quand même beaucoup. 1 jour entier par semaine. Et t'en as qui l'ont fait par contre, qui prennent le temps, tu vois, et qui font un ou 2 modules par semaine. Donc format numéro 1, c'est 100% en ligne et online, et format numéro 2, c'est ce qu'on appelle du blended. Donc en gros, t'as une partie de e-learning pour te préparer à 2 jours de présentiel, où là du coup on met les gens dans une même salle ensemble, et ça peut être à la fois en inter-entreprise, donc des gens qui viennent de plein de boîtes différentes, ou en intra-entreprise, donc des gens de la même boîte qu'on forme. Là tu vois, on va former bientôt les équipes de Métro, hyper content, j'adore cette boîte, je trouve ça génial comme boîte. Et du coup bah tu vois, ils sont tous ensemble dans une même salle et ils sont contents. Donc format numéro 2, c'est ça, et après on peut aller plus loin avec des offres un peu personnalisées. Par exemple, on fait des audits pour les gens qui nous demandent, ou tout ce qui est atelier de mise en pratique. Donc par exemple, tu te formes et t'es là, ok, cool, j'ai la connaissance, mais je sais pas comment appliquer. Bah du coup, on peut aller plus loin et réaliser un entretien structuré, par exemple, choses comme ça. C'est ça. Après, on a toujours des méthodes d'application, etc. Donc en fait, on donne les méthodes, les exemples, les templates, les modèles pour faire toi-même. Mais t'as des gens qui veulent aller encore plus loin et qui ont besoin qu'on les aide, qu'on leur prenne par la main. Tu vois, en mode viens, on prend ton process et on le refait de A à Z. Ça, tu vois, on l'a fait par exemple avec Dailymotion sur le mois de septembre. Ils ont fait la formation en juin et du coup, 3 mois plus tard, on a mis en pratique tout ce qu'ils ont appris et on a changé leur quotidien et leur process. Ok. Et vous êtes agnostique en termes de secteur d'activité? Clairement. Ouais, ok. Ouais, vous venez en province? Bien sûr, évidemment, tout le temps. Ok, vous allez là où sont vos clients. Exactement. Tu vois, j'étais à Lyon à plusieurs reprises fin l'année dernière. Là, je vais sur Angers le mois prochain. Donc on va partout. Là où les gens nous demandent de venir. Même à Poitiers. Il y a des boîtes à Poitiers? À Poitiers, il y a des boîtes. Tu sais, je crois que c'est Safran qui a une grosse, entrepôt là-bas. Mais ouais, il y a des boîtes. Mais tu fais cette blague parce que je viens de Poitiers. Ouais, voilà, c'est tout. En fait, j'ai rien contre Poitiers, au contraire. Et voilà. Et t'as aussi, t'as un podcast. Oui. Là, c'est toi plus que Ellie, je crois. En gros, Blendy, c'est 80% de mon temps, grosso modo. C'est le gros de mon activité. Et après, sur le 20% restant, en effet, il y a 2 clients majeurs. C'est donc le podcast Tam Tam et c'est Welcome to the Jingle, qui est un deuxième client principal aussi. Alors, on peut en parler de 2 minutes. T'as un podcast donc, qui s'appelle Tam Tam. Oui. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure du podcast et c'est quoi l'objectif de ce podcast? On en parle quand même. Parce que c'est la mode. C'est un excellent podcast. C'est la mode, tout le monde le fait. Voilà, donc, en vrai, aujourd'hui, la mode repart, tu vois, en 2024, j'ai l'impression que tout le monde lance son podcast, c'est devenu d'ailleurs un peu tendance. Alors, il y a beaucoup de mémoire, je crois que c'est au bout de la plupart des épisodes, enfin des podcasts s'arrêtent au bout de 5 épisodes. Oui, c'est ça, 5 à 6 épisodes. Après, il y a beaucoup de morts à 5-6 épisodes. Ouais, exactement. Un peu comme les startups, tu vois, genre qui passent pas le cap des 2 ans. Non, après, pourquoi je l'ai créé? Du coup, à l'époque, je parlais avec Lia, qui travaille chez Tim Tyler, qui gère le marketing chez Tim Tyler. Tim Tyler, qui est un ATS, donc outil de recrutement. Et on s'est dit, viens, on fait un truc ensemble. Et du coup, j'ai eu cette chance-là, en fait, d'avoir un podcast sponsorisé dès le début. Parce que du coup, Lia s'est dit, viens, on fait un truc ensemble. Quoi? Comment? On pensait vidéo, on pensait audio, on pensait article. Et donc, en gros, on s'est dit, viens, on fait un podcast. Et donc, du coup, Tim Tyler sponsorise ce podcast-là. D'accord. Par contre, sur la ligne éditoriale, c'est moi qui choisis à 100% mes invités. Et t'as une liberté. Exactement, totale. Et du coup, en fait, je me dis, l'avantage, c'est que ce temps comme ça que je vais exploiter pour que les gens aient accès gratuitement à des gens qui font du recrutement et qui le font bien, du coup, ce temps-là, il est rémunéré en fait par le partenaire qui est Tim Tyler. Et ça, du coup, c'est chouette, tu vois. Et c'est un luxe énorme quand tu crées un podcast de te dire que ton temps, il va être rémunéré. Et du coup, surtout, ça donne envie de le garder. Parce que
quand t'es pas payé pour le podcast, c'est dur parce que c'est beaucoup de temps. Enfin, tu dois le savoir maintenant que t'en as un. Ça prend du temps. Et encore, tu vois, à l'époque, j'en avais fait des podcasts il y a 4-5 ans. Je faisais aussi tout le montage, je faisais l'intégralité, donc je devais bien prendre une bonne journée entière par épisode. Et clairement, ça prend du temps. Et c'était un side project sur mes week-ends, tu vois. Donc là, me dire que c'est payer ce que je fais, ça fait que du coup, le podcast, il va être viable et du coup, il restera dans le temps. Et donc, il va pas s'arrêter du jour au lendemain parce que du coup, derrière, il y a un partenaire financier. Ok. Et donc, tu disais que tu produis aussi du contenu pour Welcome to the Jungle. Oui. Pourquoi? C'est pareil, de la manière, tu choisis tes articles, c'est eux qui t'imposent. Là, c'est différent. Le fil Welcome, c'est en fait, il me propose des collaborations. Donc, c'est tiens, on a un article là-dessus, est-ce que tu veux faire une interview? Ok. Tiens, on a envie de faire un test. En fait, je suis un peu, tu vois, les crash tests de véhicules avec la cible là que dans le c'est ça, je suis la cible. C'est ma relation avec Welcome. En gros, ils tentent souvent des nouveaux formats et on essaye souvent ensemble. Par exemple, tu vois, on a fait un format que tu nous recommanderais, voilà, par exemple, que tu as réalisé pour eux, un truc qui était bien, qui a bien marché et qui a vraiment du fond, qui amène du fond pour les tout ce qui est lié aux annonces. En fait, on avait fait un e-book sur les annonces. Je t'enverrai le lien en description. Ça s'appelle les do and don'ts sur les annonces, qui était vraiment très chouette. C'était 20 pages. Et on a fait aussi un live qui s'appelait du coup Pimp My Job Desk, où du coup, en fait, je prenais 5 annonces de clients qui étaient ok pour que le monde entier voit ça, et du coup en fait en direct je faisais une review de ces annonces là, et donc ça tu vois, le replay est encore disponible sur le site, donc je te mettrai le lien si tu veux, les gens peuvent regarder. Ça a dû bien marcher et c'est rigolo, ça marche trop bien, et du coup ce format là a tellement bien marché qu'ils l'ont reproduit avec Tonton Karim, avec Mode Grenier, sur d'autres sujets, tu vois. Donc je suis un peu leur test. Pareil, on a lancé une newsletter qui s'appelait Jean-Michel Talent, qui a été lancée en début 2023, et du coup pareil ils ont bien aimé, donc ils ont repris aussi avec Tonton Karim et aussi avec Mode Grenier le format. Donc je suis un peu leur crash test. Pareil, tu vois, genre régulièrement je suis avec du coup Jérémy qui est le CEO de Welcome, et du coup il propose des trucs, et soit je dis oui, soit je dis non en fonction du temps, en fonction de si j'aime ou pas, et du coup on tente des choses ensemble, et moi je suis trop heureux. C'est une relation en tant que presta, c'est trop bien pour moi. Et t'es fier quelque part qu'un média comme Welcome vienne te chercher quand même, parce que c'est quand même le média RH. Il y en a d'autres qui sont de qualité, mais c'est un super média. Je suis assez content, notamment, enfin même très content, parce que quand j'ai commencé, tu vois, j'ai Sigfox à Toulouse. Pour la petite histoire, Welcome, ils sont venus faire le tournage à l'époque, parce que du coup j'avais vu en tant que je faisais ma veille, tu vois, j'ai dit viens, ça a l'air cool ce truc-là. À l'époque, personne connaissait, ils étaient genre 20 dans la boîte, et c'était leur premier tournage en province. Genre c'est la première qui prenait le train pour aller tourner en dehors de Paris, tu vois. Et c'était un peu ce que c'est, genre waouh. Il y a des gens là-bas. Exactement. Et genre je suis resté, du coup c'était 4 mois dans ce stage à l'époque, et genre en 4 mois on a eu genre 10 candidatures, parce qu'à l'époque personne connaissait sur Toulouse. Et du coup en fait forcément t'as pas de candidats, et le principe d'une marketplace c'est du coup faut que tu aies des candidats et des entreprises. Ils avaient des entreprises mais pas de candidats, du coup ça marchait pas. Aujourd'hui c'est devenu un non évitable. Tu ne peux plus aujourd'hui, quand tu as une marque employeur digne de ce nom, ne pas passer par Welcome quand tu recrutes un peu partout en France sur des profils, je dirais assez classiques, genre sales, marketing, etc. Et du coup je suis trop heureux, parce qu'en effet à l'époque pour moi c'était genre waouh, ça a l'air trop bien ce truc là. Je les ai vus grandir à une certaine distance, et quand du coup ils m'ont dit viens on travaille ensemble, c'était genre waouh, trop bien, c'est bon, genre allô maman, j'ai réussi, j'ai percé quoi. Ok, bon, on va parler recrutement, on va parler de tes convictions. Là on enregistre, on est début 2024, cet épisode va sortir dans quelques semaines. Je vais pas te demander les tendances recrutement 2024 parce que c'est un peu trop large comme question. Mais qu'est-ce qui t'énerve en recrutement que tu veux plus voir en 2024? Est-ce qu'il y a des sujets qui t'agacent et qui sont pour toi effectivement des combats, et tu te dis voilà, en 2024 ça, il faut qu'on passe à autre chose? T'as 4 heures devant toi? Non. J'essaie de te les résumer. Je dirais la première chose qui m'énerve le plus, c'est en fait le fait qu'on respecte pas les gens qui recrutent. Donc typiquement t'as du recruteur bashing sur LinkedIn qui est très présent, où du coup les candidats en fait vont critiquer, alors que souvent le problème est forcément lié au recruteur, mais lié du coup à l'entreprise. T'as beaucoup de dirigeants et dirigeantes qui souvent en fait on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, mais du coup n'osent pas en fait innover. Donc première chose, c'est en fait critiquer les gens qui font du recrutement, alors que souvent beaucoup font de leur mieux. Attention, je dis pas tout le monde. Il y a beaucoup de recruteurs et de recruteuses qui font n'importe quoi aujourd'hui, et ça on en est tous d'accord. Et du coup c'est d'ailleurs un deuxième problème, c'est que souvent en fait on va faire une sorte de mix et d'amalgame entre les 5% qui font mal leur boulot. C'est comme son plombier, son garagiste. Exactement. Et du coup ils vont contaminer tous les garagistes sont des escrocs, parce que malheureusement une fois on est tombé sur un mauvais garagiste, et alors il y a plein de gens qui font leur boulot avec du cœur. C'est ça en fait. Et du coup dans le problème, c'est que pendant un temps les recruteurs ne prenaient pas la parole sur LinkedIn. Aujourd'hui de plus en plus, je dirais depuis 2-3 ans, depuis 2021, c'est quand même beaucoup plus fréquent. Et du coup, c'est des gens qui font bien leur boulot qui vont en parler. Attention, parce qu'il y a aussi des influenceurs entre guillemets RH qui vont juste faire des déclarations sans être liés à la réalité du quotidien. Pour moi, aujourd'hui, pour être pertinent, c'est tu sais de quoi tu parles parce que tu l'as mis en place, et du coup tu vas le véhiculer et tu vas le communiquer à un réseau plus ample qui est LinkedIn. Donc je dirais ça c'est bien, et donc ça pour le coup ça m'énerve pas, parce que on est de plus en plus à un moment où on parle de bonnes choses. Autre chose qui m'énerve pour le coup par contre, mais genre ça vraiment fortement, c'est les boîtes qui ne comprennent pas que le recrutement il a changé. Et en fait c'est une sorte de fait un peu, c'est comme tu vois genre les gens qui sont climato-sceptiques, tu vois, qui te disent que le réchauffement climatique
ça n'existe pas. Oui. En fait, c'est factuel. Aujourd'hui, les attentes des candidats sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Oui. Et genre, personne ne peut être contre ça. Certes, dans des domaines très particuliers, ça n'a peut-être pas évolué, mais au global, aujourd'hui, une annonce, il faut qu'elle soit pertinente. Un message d'approche, il faut qu'il soit personnalisé. Une expérience candidat, il faut qu'elle soit présente. Donc, il faut que du coup, tu donnes un minimum d'amour et d'engagement à tes candidats. Un process, il doit être objectif, il ne doit pas être lié au biais et au feeling, etc. etc. Et ça, mais ça, c'était lié parce qu'on a tous recruté comme des fous depuis la sortie du Covid. Là, le marché, il se calme un petit peu en recrutement. Voire même, j'entends qu'il se retournerait. Ouais. Et j'entends, moi, des dirigeants me dire, de toute façon, c'est fini l'heure de gloire des candidats. Maintenant, retour au pouvoir et on va arrêter les divas du recrutement. T'en penses quoi, toi, de ces managers, de ces dirigeants, même de ces DRH de temps en temps que j'entends et qui me disent, on va revenir comme avant, comme en 1987, et c'est nous qui avons décidé qui va faire la loi, en fait, en recrutement. Du coup, on va aussi enlever à ces dirigeants leur smartphone, on va aussi leur enlever leurs outils de visio, on va aussi leur enlever Netflix, on va leur enlever... Enfin, tu vois, tu pourrais faire une liste à rallonge. En fait, pour moi, c'est un acquis aujourd'hui que l'expérience candidat, elle fait partie du recrutement. On peut plus revenir en arrière. En revanche, là où je suis d'accord avec ces dirigeants-là, c'est par exemple sur des profils très pénuriques, qui justement ont un comportement de diva. Si tu prends beaucoup de développeurs et développeuses, pas tous, je dis certains en tout cas, vont être habitués à un climat pré-Covid où en effet, c'était des salaires juste ridicule, ou dans la tech, quand tu prends les boîtes dans la tech, c'était n'importe quoi en termes de rémunération, en termes d'avantages salariés. Pareil pour les recruteurs, il y a eu un mini âge d'or qui a duré genre un an. Ça s'est un peu calmé quand même. Mini âge d'or où en gros à l'époque t'as des gens qui ont négocié des salaires genre de recruteurs avec 3-4 ans d'expert à genre des 70, 80, 90K, des trucs ridicules, et qui aujourd'hui se disent je comprends pas, en fait faut que je perde 30K pour avoir le même job. En fait le marché a changé. Pour la petite histoire, j'en connais même certains effectivement qui sont allés sur des salaires comme ça en province, de ouf, qui ont acheté leur maison ou leur appart avec 33% d'endettement, et qui, la start-up ayant coulé ou ayant licencié, ils se retrouvent sous le carreau, et retrouver un job à 70K en recrutement en province. Bien sûr. Honnêtement, c'est pas si simple aujourd'hui que ça. Et c'est là où c'est ridicule. Et quand t'as un prêt derrière, ça devient un peu compliqué, quoi. Ouais, donc ça crée des situations pour le coup difficiles. Qui peuvent être difficiles humainement, là. Clairement. Et du coup, c'est là le rôle aussi d'entreprise, c'est d'accompagner ces personnes-là. Tu vois, en disant, désolé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, tu vois. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil de ce que tu me disais avant de dire ça. Avant, on parlait du marché qui se retourne. Oui, exactement. Donc, en effet, donc il y a des gens qui ont été divas, des profils recruteurs, des profils développeurs, il y a beaucoup de profils un peu pénuriques qui l'ont été, mais pour tout le reste, en fait, pour moi, c'est un acquis, l'expérience candidat, et il y a rien qui justifie de revenir en arrière. Et oui, du coup, tu as plus de chances parce que du coup, tu peux valer plus de candidats qu'avant. Tu peux être plus exigeant sur ce qui tu choisis parce que tu as le choix, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a encore quelques années, mais pour autant, tout ce qui est transparence dans les salaires, process court et efficace, etc., c'est des acquis, en fait, aujourd'hui. On peut plus revenir en arrière. Je vais te provoquer un peu. Vas-y, provoque. Est-ce que c'est pas générationnel? T'as écrit il y a quelques mois sur LinkedIn une phrase. Je l'ai retrouvée parce que j'ai trouvé ce post vraiment intéressant. Je me permets de lire ce que tu as écrit. Ce ne sont pas les gens qui changent et les jeunes générations qui insufflent ce changement, c'est plutôt le monde qui change, et les plus jeunes générations, moins réticentes au changement, sont donc les premières à embrasser les nouveaux paradigmes et possibilités. Là, ce sont tes mots. Penses-tu toujours qu'il n'y a pas de différence aujourd'hui entre les générations, et pourquoi? Alors, tu peux dire qu'il y a quelques différences par-ci par-là. Ouais. Cette phrase, parce que ta conviction, elle est vraiment intéressante. Ouais, bien sûr. Cette phrase, du coup, je te la remets dans le contexte. C'était mon mémoire de master en RH qui était porté sur ça. En fait, c'était un truc. J'ai plus le titre exact, mais du coup, ça portait sur justement. Pour moi, c'était la fin des générations. Et du coup, à l'heure où on parle de génération Z, voire alpha maintenant. Exactement. Donc, et du coup, en fait, à l'époque, ma conviction était, il y a pas de différence entre les générations. Pour ça, j'avais fait une étude de terrain. J'étais chez L'Oréal à l'époque, du coup, en alternance. Et du coup, en fait, j'avais demandé à des gens d'âge différents ce qu'ils pensaient du monde du travail. Il y avait aucune différence entre les gens qui étaient stagiaires alternants, des gens qui avaient genre 10 ans d'expérience dans la boîte, 20 ans, 30 ans, tout le monde disait la même chose. Je veux qu'on me respecte, je veux un bon salaire, je veux du télétravail, je veux une cause qui me porte, etc. Donc je me suis dit, c'est bizarre, il y a comme un loup, tu vois. Et du coup, je me suis amusé à regarder, on s'appelle des méta-analyses. Donc méta-analyses, c'est des analyses qui analysent d'autres analyses. D'accord. D'où le méta, tu vois, genre c'est un peu mind blown comme truc. Et du coup, il y a une méta-analyse que je pourrais mettre le lien aussi en description si tu veux, enfin je pourrais te l'envoyer. Et du coup, qui montre sur une centaine d'analyses qui ont été faites qu'en fait les différences sont minimes entre les générations à travers le monde, à travers les générations. En tout cas, ce qui est lié au monde du travail, il y a très peu de différence entre ce que veut des X, Y, Z, alpha aujourd'hui dont on parle. Et du coup, c'est pas moi qui le dis en fait, c'est des scientifiques qui ont fait une étude du coup académique en prenant plein d'autres analyses qu'ils ont comparées pour trouver qu'il y avait que très peu de différence. Et oui, si tu prends une analyse, je sais pas, genre tu prends 500 personnes, tu leur demandes qu'est-ce que je peux faire, tu peux trouver des stats qui sont différents et dire il y a 25% de plus de chances que machin. Ouais, mais quand tu lises tout ça et que tu mets au niveau macro, au niveau global de tout ce qui existe, tu regardes qu'il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, en fait, les acquis sont les mêmes pour tout le monde et tout le monde veut la même chose.
Et d'où cette phrase de conclusion que j'aime beaucoup justement, et qui était la phrase de conclusion de mon mémoire, qui disait en fait, aujourd'hui, certes, il y a des différences parce que juste les générations vont plus vite. Typiquement, aujourd'hui, tu vois, dans le temps de mettre sur TikTok des grands-parents, il faut du temps. Parce que du coup, il faut d'abord qu'ils passent au côté avoir un smartphone, comprendre le principe du réseau social, s'adapter à celui-ci. Et du coup, c'est juste que les jeunes vont plus vite à se saisir des nouveautés. Ça veut pas dire qu'ils veulent des choses différentes, c'est juste qu'ils vont plus vite. Tu vois, tu pourrais un peu faire une comparaison avec le renard non, c'est quoi, pas le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue. En fait, à la fin, ils vont tous les deux finir la course. Et ils veulent la même chose, finir la course. Juste, le lièvre, il fait son fanfaron, c'est un peu la génération Z, tu vois. Mais à la fin, il finit quand même. D'ailleurs, il se fait même battre par la tortue. Mais c'est vrai qu'il se pose pas de questions, hein. Je vous raconte ma life. Mais mon fils qui est en 6e, il a son premier smartphone. Il m'a demandé il y a quelques semaines, installe-moi ChatGPT dessus. Et en fait, pas pour tricher. Mais en fait, c'est juste normal pour eux. Bien sûr. Rien d'extraordinaire. En fait, tu découvres, t'apprends. Voilà. Et donc forcément, quand tu apprends, rien d'extraordinaire. Et en fait, t'as deux postures en tant que parent. Tu dis bah non parce que machin. En fait, tu dis bah oui. En fait, faut qu'il apprenne à s'en servir. Donc moi, j'ai dit oui. Maintenant après, on essaie d'apprendre à s'en servir. Et ça me sert autant que ça lui sert. Et ça lui servira forcément plus longtemps que moi ça me servira. Bien sûr. Et je pense que c'est indispensable. Et là je fais le comparatif parent-enfant, mais je vois si on prend le l'IA là par exemple. Ouais. L'IA elle bouleverse nos métiers au sens très large. Bien sûr. Et elle bouleverse le métier du recruteur. En tout cas, elle impacte le métier du recruteur. Et il y a une enquête qui était parue, c'est Gartner qui disait qu'il y avait 5% des professionnels RH qui avaient déjà utilisé l'IA, et donc il y en a 95% qui l'ont pas utilisé. Ça me paraît ça me paraît un peu. Peut-être que c'est date aussi. Hein, ouais, ça date un peu parce que je pense que maintenant ça évolue quand même. Bien sûr. Est-ce que vous formez vous les recruteurs à utiliser l'IA et avec quel objectif? Je vais faire une réponse de Normand, oui et non, tu sais. D'accord. Nous, en fait, le pari qu'on a avec Blendis, c'est qu'on forme à la base du recrutement. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'on va être agnostique en termes de technologie, en termes d'outils. D'accord. Donc, en fait, on va pas justement faire un peu ce truc pimpant et tu sais, le syndrome je m'appelle le shiny thing, tu sais, genre l'objet brillant. Oui. Quand t'es sur LinkedIn, t'as l'impression, regardez, j'ai tel outil d'IA, tel outil machin. Alors, oui, donc, du coup, on les voit, les posts sur LinkedIn, les 50 outils. Exactement. Et t'es là, genre. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait juste peur. Personne. Voilà. À part ceux qui font le post, et encore, je suis même pas sûr qu'ils les testent. Et du coup, la réponse numéro 1, c'est en fait, on forme d'abord à la base. Parce que tu maîtrises, en fait, l'IA, c'est lié à le input output, donc du coup ce que tu mets dans l'IA et ce qui ressort de l'IA. Si ton input il est nul, donc c'est comment tu nourris l'IA, c'est nul, ce qui ressort sera nul aussi. L'IA va pas te rendre ta tâche meilleure en fait. Donc faut que tu comprennes d'abord la base avant de pouvoir IAiser. Pareil pour le sourcing, tu vois, il y a plein d'outils aujourd'hui qui peuvent automatiser du sourcing. Mais si t'as pas compris la base des booléens, la base de vraiment t'amuser à faire un truc qui est vraiment très scrappy, un peu très dégueu, une requête X-ray booléenne sur Google qui vraiment a tous les termes que tu veux, si tu maîtrises pas ça en fait, tu maîtrises pas le reste. Ou en tout cas tu pourras, mais tu seras dépendant de ton outil. Et donc nous on veut que les gens soient agnostiques en termes d'outils. Si demain ChatGPT se casse la gueule, t'as plein de business qui tombent, tu vois. Et nous on veut pas que les gens ça leur arrive. En revanche, une fois que ça c'est fait, on peut aller les aider en leur montrant maintenant que tu sais faire la base, que tu comprends tout ça, que tu sais faire sans outils et sans technologie, viens on apprend à faire ça plus vite. Et donc oui, chaque module qu'on a aujourd'hui, on forme à ChatGPT aujourd'hui parce que c'est tellement un gain de temps que du coup c'est cool de l'avoir. Mais avant ça, il faut avoir maîtrisé la base. Et est-ce que tu entends dans tes clients ou des gens qui sont autour de la table des personnes qui disent ouais mais ma boîte elle veut pas que j'utilise l'IA, ça existe? Ouais, t'en as même où notamment dans les grands groupes, tu vois, où ils peuvent même pas y aller parce que du coup c'est comme YouTube, tu sais, genre c'est bridé par les entreprises et donc t'en as qui ne peuvent pas faire, donc du coup souvent ils prennent vers leur ordi perso, etc. Et du coup c'est là ce que je leur dis, c'est que si ta boîte t'empêche, utilise-le pas dans ton quotidien, par contre dans ton temps perso fais-le, parce que du coup si demain t'as une autre boîte, du coup il faut que tu sois à la hauteur, il faut que tu comprennes, faut au moins que t'aies joué avec. Et beaucoup souvent aujourd'hui te disent j'ai essayé un petit peu mais ça marche pas. Mais si tu fais 5 minutes de ChatGPT forcément aujourd'hui, enfin moi la première chose que j'ai fait c'est écris-moi un rap comme si c'était François Hollande et que tu parlais à Mbappé, un truc du style, tu vois. Et c'est complètement nul, tu vois. Mais du coup c'est rigolo et t'essayes l'IA vers ça et tu fais ça marche, c'est génial. Mais c'est génial mais c'est nul. Il faut apprendre à lui parler à l'IA. Exactement, faut apprendre à la technique de prompting où du coup tu vas donner des instructions très claires. Et encore tu vois, genre il y a un peu beaucoup de, enfin tu vois, moi ça me fait rire de voir quand je vois des gens, j'ai trouvé le hack ultime et le super prompt. Oui, alors ça marche dans ton domaine, dans ton expertise à un moment T, avant la prochaine mise à jour, etc. En fait ça change tout le temps ces trucs là. Donc c'est cool de se mettre au goût du jour, mais faut pas non plus reposer justement sur ça. Ouais. Avoir son libre arbitre, etc. Et du coup, la meilleure chose, c'est d'essayer de toute façon. Mais de toute façon, c'est en recrutement, quand tu recrutes et que tu veux être bon dans ton job, c'est d'essayer plein de choses. Ok. Tu as dit un mot tout à l'heure, qui est le growth. Ouais. Tu pourrais le définir. En tout cas, ta définition du growth et du recruteur qui devient un gros recruteur. Ouais, bien sûr. Alors c'est un terme un peu galvaudé, tout le monde. C'est comme le terme genre d'inbound marketing. Tu vois, tout le monde va mettre des choses derrière. C'est pour ça que ta définition m'intéresse. Je dirais que t'en as deux. T'as une définition pour moi à titre personnel. Donc t'as en fait ce qu'on appelle le mindset, donc l'état d'esprit en anglais. Et du coup t'as des gens. En gros, quand tu travailles, tu vas avoir un fixed mindset, donc un état d'esprit fermé, le fameux. On a toujours fait comme ça. Et tu vas avoir un growth mindset où tu te dis je vais tenter des choses nouvelles. Donc là ça c'est la première définition. C'est à titre personnel. Quand tu es recruteur, tu dois être dans un growth mindset. Donc ton état d'esprit, tu te dis je vais apprendre des choses, je vais évoluer.
désolé, je vais être une nouvelle version de moi-même. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, après, c'est le growth qui est du coup lié au marketing. Donc, c'est un concept du marketing qui est popularisé par plein de concepts, genre le framework AR, etc., plein de choses. Mais ça, c'est un peu ce qui revient tout le temps, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment comment tu fais beaucoup avec peu et comment, du coup, tu maximises ce qui sort de ton quotidien avec, en fait, des petits hacks, des petites techniques. Et c'est là où, du coup, tu as encore une différence entre le growth hacking, où le but, c'est vraiment aller faire des choses qui sont à la limite de la légalité, du scrapping en masse, des trucs comme ça, mais ça marche in fine. Et du coup, le growth marketing qui est un peu plus poli, tu vois, un petit peu plus respectable en société. Là-dessus, tu écoutes le podcast de Caroline Mignot, Marketing Square. Oui. Tu sais ce que c'est le growth marketing. Tu écoutes tous ces épisodes et c'est bon. Et du coup, moi, après, ce qui me dérange avec ça, c'est que ça devient une tendance. Et en fait, les tendances, le problème, c'est que du coup, les gens s'accrochent à ça et oublient la base du recrutement. Et donc, c'est bien de s'intéresser à tout ça. On forme, tu vois, à plein de techniques de growth dans notre formation. Ouais, pour autant, se dire que c'est la révolution du recrutement, non. Tu vois, genre, autant j'adore Maud Grenier, autant le titre de son e-book avec Welcome qui était le futur du recrutement, c'est le growth. Non, c'est pas vrai en fait. D'accord. C'est pas le futur du recrutement. C'est un truc en plus dans ta boîte à outils de recruteur. D'accord. C'est pas dire non, mais c'est parmi d'autres choses. Exactement. Se dire que le growth te sauvera, se dire que la chasse te sauvera, se dire que l'inbound te sauvera, c'est faux. Le recrutement est et a toujours été holistique et sera toujours holistique. Et donc le growth, c'est un peu, tu vois, ta clé, c'est ton tournevis cruciforme, tu vois, dans ta boîte à outils, quoi. Mais c'est pas la boîte à outils en elle-même. D'accord. La boîte à outils, c'est le recrutement holistique qui est composé de plein de sous-parties. Ok. Il y a des sous-parties qui sont pour toi importantes aujourd'hui pour un recruteur et peut-être pour les gens que tu formes qui sont pas des recruteurs. Je dirais c'est marrant parce que en fonction des moments, tu as des tendances qui reviennent. Typiquement, les clients, quand je leur demande, ils te disent toujours le sourcing. Okay. C'est ce qui revient tout le temps. D'accord. Je veux apprendre à chasser. Okay. Et quand tu leur demandes, et vous faites des efforts d'inbound pour ne plus avoir à chasser, ou vous avez une méthode d'évaluation efficace pour évaluer les gens que vous chassez, ah bah non. Et du coup, en fait, souvent, on fait la focale sur justement ce qui nous paraît un peu le plus important. Et c'est là où, du coup, c'est pour ça que nous, on a cette approche holistique du recrutement en se disant, pour être bon en recrutement, il faut que tu maîtrises un peu tout. Tu peux pas être un expert dans tous les domaines. Tu peux pas être expert en sourcing comme Guillaume Alexandre, expert en inbound comme Charlène, etc., etc. C'est pas possible de maîtriser tout ça. Mais du coup, tu vas tendre vers une expertise dans chacun des domaines pour, du coup, à chaque recrutement donné, dans chaque boîte dans laquelle tu travailleras, pour chaque client, tu sauras justement adapter tes compétences. Et nous, c'est vraiment, on forme à ça. En fait, on t'ouvre toutes les portes. Et le jour où tu as besoin, bah, du coup, tu ouvres celle que tu as besoin. Et tu composes un petit peu, tu vois, un côté full stack, un côté holistique et un côté complet sur le recrutement. Ok. Allez, j'ai pas répondu directement à ta question. Des choses qui sont oubliées, tu vois, et on forme nous aussi, mais c'est la partie diversité et inclusion, par exemple, la partie non discrimination. Ça, le côté genre shiny thing. Voilà, les biais. Personne n'en parle sur LinkedIn. Enfin, les biais, on en parle un peu, tu vois, mais genre la partie éthique du recrutement est très peu abordée. D'accord. On parle d'expérience candidat, mais on parle pas du côté éthique. Donc, c'est-à-dire comment tu fais en sorte que ta boîte, elle soit moderne d'un point de vue diversité et surtout inclusion. Tu as été RH, tu sais très bien que la diversité, ça sert à rien si derrière il n'y a pas d'inclusion. Tu as une phrase j'ai plus son prénom, mais qui travaillait chez HubSpot, qui te disait la diversité, c'est être invité à un bal et l'inclusion, c'est être invité à danser. En fait, tu fais rentrer des gens dans ta boîte qui sont différents, mais après, il faut que tu les inclues comme des gens qui sont comme les autres. Tu vois, si tu prends, tout à l'heure, rigolé de l'université, tu vois, par rapport aux écoles de commerce, si tu recrutes des gens issus de l'université alors que c'est pas le cas dans ta boîte, bah, du coup, tu leur donnes le même poids, le même salaire que des gens qui ont fait ça à côté. Et autre chose qui est souvent oubliée, c'est la partie juridique, tu vois. Dans la formation, on parle de la partie juridique du recrutement, le RGPD, mais la partie aussi non-discrimination, les annonces, la légalité du recrutement, si tu veux. Ok. Vous travaillez sur l'expérience candidat, j'imagine. Bien sûr. Alors quand vous êtes dans une entreprise, c'est plus facile. Quand c'est de l'inter-entreprise, ça peut se travailler, mais c'est un peu différent. Il y a plein de choses générales. Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, c'est quoi l'expérience candidat ultime en 2024 qu'on doit avoir dans une boîte? T'as pas 4 heures non plus. Hein. Ouais. Je dirais c'est ça. Si t'avais 3, 4, 5 conseils à donner aux gens qui nous écoutent, en disant, voilà ce qu'il faut aujourd'hui faire pour répondre aux aspirations des candidats, quel que soit leur âge et leur génération en 2024. Je veux dire du coup 3 choses, un peu d'un point de vue chronologique. L'expérience candidat, c'est avant, pendant et après un process. Et du coup, souvent, les boîtes se concentrent sur le pendant. Et encore, quand elles se concentrent sur l'expérience candidat, le avant, c'est dans ton annonce, dans ta marque employeur, dans ta marque personnelle, c'est d'être transparent, d'être efficace et de projeter les candidats. Souvent, l'expérience candidat, elle commence avant que tu sois candidat. T'es pas encore candidat, t'es expérience prospect, tu pourrais dire, tu vois, expérience curieux, on pourrait appeler ça si tu veux. Et du coup, c'est avant que tu sois en process. Et donc, c'est comment tu mets en place, du coup, une transparence et une efficacité et une projection de tes candidats. Faut que, par exemple, dans ton annonce, tu parlais, t'as été un des pionniers en France à mettre des annonces, à mettre des vidéos dans les annonces. Ça, c'est génial, tu vois. Et du coup, la candidate va voir son futur manager et se dire, waouh, cette personne-là va être mon futur boss. J'ai envie de travailler avec cette personne. Donc, expérience candidat, elle commence à ce moment-là. Deuxième chose, c'est pendant ton process. Là, pareil, il y a plein de choses que tu peux mettre en place, mais du coup, tu donnes des nouvelles, tu respectes la personne, tu arrives à l'heure, tu souris en entretien, tu fais pas de piège. En fait, tu te comportes comme avec un client.
c'est la meilleure chose pour résumer l'expérience candidat, c'est en process, tu te dis que la personne en fait va t'acheter. Et donc un client, jamais t'arriveras en retard, jamais tu le piégerais, jamais du coup tu lui donnerais pas de nouvelles parce que au contraire c'est toi qui le relance parce que du coup t'as envie qu'il achète ton truc. Du coup typiquement c'est traiter un candidat comme un client, ça c'est la meilleure chose. En fait toujours avoir cette phrase en tête et quand tu penses à une partie de ton process, te dire ok est-ce qu'un client je ferais ça? Non. Est-ce qu'un client je ferais comment? Je ferais comme ça. Ah tiens à Noël je le ferai un cadeau. Bah pourquoi pas l'offrir à un candidat, tu vois. Ouais, bien sûr. J'exagère hein, mais et troisième chose c'est le post-process. On l'a fait chez Fit with You. Trop bien, tu vois, génial à faire. Et après un process quand il est fini, tu as deux solutions. Soit du coup tu recrutes la personne et du coup l'onboarding c'est souvent les recruteurs souvent ils y pensent pas mais c'est la chose la plus importante, c'est ton closing en fait. T'as closé ton candidat, il te dit dans 3 mois je te rejoins. L'onboarding il est fondamental. Donc ça c'est quand ça se passe bien et que tu recrutes la personne. Quand tu la recrutes pas, là du coup c'est qu'est-ce que t'en fais? On est d'accord, l'onboarding pour toi il commence une fois que la personne elle a dit oui. Ouais. Elle commence pas quand elle arrive dans la boîte. Ouais, elle commence bien avant. T'as même le pre-boarding, dont on parle, qui est genre ce qui se passe entre la signature. Moi j'ai interviewé Geoffrey, le dirigeant de Woobi. Sur ce sujet et c'est une vraie conviction quoi. 100%. Ouais. Il faut faire du pre-boarding à 12 000%. Et du coup après ça c'est quand tu recrutes les gens, donc c'est la bonne issue du film. Et quand ça se passe mal et que tu dis non à un candidat, du coup là tu fais du nurturing. Le nurturing c'est un concept aussi qui parle d'entretenir la relation avec du coup ton vivier de clients initialement. Du coup tu l'appliques au recrutement. Donc c'est encore du marketing, tu vois, genre appliqué au recrutement parce que le recrutement n'est plus que des RH. Et du coup tu vas faire du nurturing où tu vas entretenir la flamme avec tes candidats. À la fois c'est vraiment les top profils que tu veux à tout prix recruter un jour, et ça tu fais beaucoup quand t'es externe, tu vois, genre des gens qui sont en cabinet, c'est ce qu'ils font. C'est ce que t'as dû faire quand t'étais chez Fit with You. Tu gardes le lien avec tes candidats et même les autres qui ne sont pas forcément tes top profils, tu peux créer une newsletter où tu les mets dedans. Est-ce que t'as envie d'être dedans? Et du coup tu les nourris d'infos sur la boîte. Donc c'est les 3 choses d'expérience candidat qui pour moi sont un peu des hacks faciles à mettre en place et qui ont un impact énorme avant, pendant et après. Oui, et qui coûtent pas ça coûte 0 presque. Mais non, voilà, c'est plus de l'état d'esprit, de l'envie de le faire. C'est la mise en place. Ça coûte ton jour humain de mise en place. Mais on n'a pas besoin d'acheter des outils dans tous les sens. On a très peu d'outils d'expérience candidat. Enfin, c'est via les ATS, tu vois. L'ATS, on peut en être un, effectivement, selon la qualité. Quand ils sont faits pour, tu vois. Ouais, typiquement, sans citer les mauvais là-dessus, mais j'ai fait des ATS où tu avais juste rien pour le nurturing, tu avais rien pour. Les pages carrière étaient pas ouf. Les annonces étaient horribles avec un gris tout pas beau. Et inversement, t'en as encore certains où il faut créer un compte avec un login. Bien sûr, c'est terrible. Encore. Et t'en as qui ont compris ça. Et tu vois, genre, typiquement, pourquoi est-ce que Tim Tyler marche beaucoup en France? C'est parce que justement, c'est les seuls qui se sont dit, vas-y, expérience candidat, on met ça à fond. C'est notre marque de fabrique. Marque employeur, expérience candidat. Et vu que c'est ce que veulent les boîtes, c'est ce que veulent les candidats, du coup, tu tombes sur un business qui marche bien, quoi. Donc, non, c'est plutôt malin. Question qui peut fâcher. Oula. T'es plutôt LinkedIn recruteur ou LinkedIn Sales Navigator? La réponse que je vais donner c'est aucun. LinkedIn gratuit. Moi j'ai beaucoup travaillé dans des boîtes où j'avais pas de budget du tout. C'est genre débrouille-toi avec les moyens du bord. Et donc j'ai souvent travaillé avec du LinkedIn gratuit. Même tu vois genre chez L'Oréal, tous les gens qui font des recrutements n'ont pas de LinkedIn Premium, tu vois, alors que c'est L'Oréal, genre c'est la boîte qui exactement, je crois que c'est la deuxième boîte la plus valorisée en France. Enfin c'est un truc de fou. Donc en fait j'ai toujours travaillé avec du LinkedIn gratuit. Donc c'est-à-dire sans les fonctionnalités Premium. Donc j'ai toujours été habitué à ça. En revanche aujourd'hui si t'as un minimum de budget, c'est quand même genre 100 balles par mois, c'est ok. Plutôt SalesNav que Recruiter Lite parce que du coup SalesNav a plus de fonctionnalités. Pas forcément détailler le tout, tu vois, mais en gros tu peux avoir accès à plus de gens. T'as des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités sales de suivi des comptes, mais qui marchent très bien pour faire du coup ton vivier et ton nurturing. Là le Recruiter Lite, tu veux, est un peu une version bridée, d'où le Lite pour te pousser à acheter le recruteur tout court. Si t'as le budget pour le recruteur tout court, vas-y par contre, genre si t'as 10 000 euros à claquer par an, c'est très bien, c'est hyper utile, ça aide. Mais le Recruiter Lite est pensé pour des gens qui recrutent tout seuls et qui ont besoin d'un peu d'une sorte de pseudo ATS parce que du coup ils vendent beaucoup ça en avant, tu vois. Sûr. SalesNav, il fait son but c'est de transformer des inconnus en prospects et ensuite tu les mets dans ton ATS. Du coup ça se substitue pas à ton ATS, donc du coup pour moi il est beaucoup plus puissant aujourd'hui et il est un chouïa moins cher. Il y a des gens, il y a des boîtes qui me disent ah mais moi à 20 euros près par mois ça marche pas, tu vois, genre du coup SalesNav. Ouais, donc ça c'est clair. J'utilise SalesNav moi. Tu vois. Voilà. Et j'utilisais non t'en fais du gratuit. Bien sûr, mais après du booléen, j'adore le booléen moi dans Google. Donc faut pas que LinkedIn nous écoute, mais en effet tu peux faire sans. Ça empêche pas que payer. LinkedIn soit un excellent outil. Ah mais 100%. Indéniablement, ça c'est clair. Et si on a du budget, SalesNav. Oui, si on a du budget, faut pas gêner. Et puis si on a acheté le recruteur, go. Bah ouais. Non, ça c'est pas le sujet, bien au contraire. Après tout marche, tu vois, genre ça là aussi. Enfin, tu peux recruter avec du gratuit, avec du SalesNav, avec du recruteur Lite. En fait, c'est juste une question de ce que t'en fais, de ton approche du sourcing. Oui. De toute façon, là on est sur l'outil, mais ça va pas empêcher effectivement d'avoir des messages d'approche, par exemple, qui soient de qualité. Exactement. Oui, si tu peux avoir des emails, un mail, un WhatsApp. Enfin, il y a tellement de possibilités de toucher les candidats aujourd'hui. Tu peux payer des millions à LinkedIn et faire un message nul. Et inversement, tu peux avoir 0 € et passer du temps à faire des messages. C'est la qualité, du message et du persona qu'on cible. D'ailleurs, tu vois, là-dessus sur le sourcing, je pense que
on est en train d'inverser. Avant, le truc, c'était trouver des gens. Maintenant, c'est que les gens nous répondent. Le truc principal, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens, aujourd'hui, on n'arrive pas à les sourcer? C'est parce que tu sais les identifier, tu sais les trouver, tu sais où ils sont, mais tu n'arrives pas à avoir un oui. Je suis OK pour te parler demain à 10h, tu vois. Et donc, du coup, c'est là où, en fait, le copywriting devient hyper intéressant, parce que ton message aura plus d'impact s'il est travaillé. Et c'est là où, tu vois, tout c'est en train de changer, pour moi. Je le teste toujours. Nous, on fait des candidatures mystères trop bien. Chez nos clients, les concurrents de nos clients. Donc moi, j'ai 4 profils LinkedIn en fait. J'ai le mien, Florent Le Tourneur. Mais tu diras pas le nom des autres. Non, je dirai jamais. Les 3 autres. Mais ça m'amuse parce que c'est pas que je veux jouer avec les recruteurs parce qu'ils ont autre chose à faire, etc. Mais rien que de mettre open to work par exemple. Là, sur un profil, j'ai 50 approches dans la journée. Et là, je vois la qualité d'approche, mais des écarts extrêmement forts. Et je vois effectivement des recruteurs qui ont des fois qui changent, qui ont un ton et qui te donnent envie d'y répondre. Bien sûr. Et d'autres, mais alors pas du tout, quoi. Ouais, c'est générique en fait. C'est ça. Et je pense que ça, c'est la plus grosse qualité en fait. C'est de se dire, mais comment est-ce que tu vas me séduire si j'ai la chance d'être dans un métier où effectivement je vais recevoir des dizaines de messages d'approche. Clairement. Tu vois, j'utilise technicien maintenant, j'utilise développeur, commercial. Enfin, c'est tous les 3 métiers que j'utilise. Bien sûr, qui sont un peu pénuriques. Et pénuriques forcément. Mais c'est flagrant. En fait, et on voit bien que c'est pas une question d'outils derrière. Bien sûr. C'est une question de recruteurs, d'hommes et de femmes. Et de la patte humaine que tu rajoutes, je pourrais t'envoyer si tu veux le lien, mais t'avais un recruteur qui s'était amusé à faire des faux profils de développeurs et il avait reçu 2500 messages. Vraiment, il a fait un test à grande échelle et tu vois, sur les 2500, t'en avais 1000 qui disaient le mot urgent, 1000 le mot opportunité, tu vois, les mots un peu tout pourris, tu vois, que t'as à chaque fois, ou je suis tombé sur votre profil. Genre, qui dit ça dans la vraie vie? Tu fais genre, je marchais dans la rue gaiement dans le métro de Rennes, enfin, quand il fonctionne, et du coup, je suis tombé. Mon profil est là. Ça n'arrive pas en fait dans la vraie vie. Non, c'est clair. Ouais, faut être un peu plus. Faut parler faut écrire comme tu parles en fait, et pas écrire avec des mots qui sont, moi je t'appelle le bullshit RH, tu vois, qui veut un peu rien dire. Et deuxième mot, et ce sera parce que le temps tourne, mais deuxième mot que tu as utilisé tout à l'heure que moi je trouve important. Tu en as peut-être pas rendu compte. On a parlé de growth. Tu as utilisé le mot data. Ouais. Tu aimes la data en recrutement? C'est quelque chose d'important pour toi. Et aujourd'hui, si je suis recruteur, quels sont les indicateurs, quels sont les KPI que tu me conseillerais? Alors au début j'aimais pas la data parce que en fait quand tu recrutes tu découvres en fait tu fais ce métier initialement pour l'humain, genre c'est le fameux, j'ai fait passer des fois les jurys dans mon master RH et ils te disent toujours je fais des RH pour les humains et du coup ma réponse c'est tu fais ça, va-t'en, exactement. Ça marchera pas, tu vas être triste et du coup en fait aujourd'hui il faut maîtriser ces data et en fait c'est juste que ça te permet plusieurs choses d'avoir la donnée. Du coup tu sais si tu fais du bon boulot ou pas et du coup tu peux le mesurer à travers le temps, sinon c'est juste ce que tu penses et du coup t'as tous tes biais en fait que tu vas voir, ou soit tu te vois comme quelqu'un de très nul, c'est comme quelqu'un justement de trop fort. Mais si tu as du coup la data elle ne ment pas si elle est bien mesurée. Deuxième chose, du coup tu peux t'en servir auprès de tes managers et de ta direction. Si tu leur expliques par exemple que le fait d'avoir tenté je sais pas une annonce 2 fois plus longue mais du coup qui rapporte 10 fois plus de candidats, du coup ça marche et donc du coup tu montres via la donnée que ton action a un impact. Donc du coup oui, il faut aimer la data et en fait pour le coup là où je prendrais je dirais une position inverse à beaucoup de gens, c'est que ça sert à rien de trop en mesurer. Beaucoup de gens en fait veulent à tout prix faire des dashboards de l'espace, tu vois, en mode physique quantique et en fait ils s'en servent même pas. Plein d'ATS ils vont te dire on fait ça et ça, mais en fait donne-moi juste la base, en fait j'ai juste besoin par exemple d'avoir mes ratios. Tu vois, un des trucs à mesurer c'était ratio étape par étape. Donc entre la candidature et entre l'offre que tu vas faire à tes candidats ou même accepter, quel est le ratio de gens qui passent de l'une à l'autre. Si c'est trop petit, ça veut dire que du coup ton étape elle est trop difficile, et si c'est trop large c'est qu'elle sert à rien. T'as des fois des gens qui te disent par exemple c'était un client l'autre jour qui me disait on fait un entretien RH et du coup on est à 99% de succès. Du coup pourquoi vous le faites? Parce que ça rassure. Oui mais du coup si c'est 99% autant qu'à l'enlever. Supprimer l'étape. Et c'est combien de temps ça? C'est 1 heure. Wow. Et combien de gens ont droppé cette étape-là? On sait pas. Ok, viens, on va chercher. Et du coup, t'avais genre à peu près un candidat sur 2 qui du coup droppait parce que c'était trop long justement cette étape-là. Et du coup, tu perdais un candidat sur 2 en phase finale. Des candidats trop bien, tu vois. Et du coup, en fait, la data, elle sert à faire ça. Pour elle-même, toute seule, elle est inutile. Genre, à moins qu'on soit un fou des maths, ça sert à rien d'avoir la donnée. Mais c'est du coup, ok, qu'est-ce que ça te dit sur ce que tu fais et comment tu peux changer ce que tu fais pour que du coup la donnée change par rapport à ça. Et après, en termes de KPI, il y en a 12 000 à choisir. Mais du coup, un qui marche bien, donc c'est celui-ci pour moi, ça s'appelle le yield ratio. Donc du coup, c'est le path-through rate en fonction de... T'as pas de terme en français, tu vois, genre je sais pas, le taux de succès par étape. Je sais pas comment on pourrait l'appeler en français. Mais du coup, c'est ce qui se passe, qu'on vient de dire, entre étape par étape. Et deuxième que j'aime bien, du coup, c'est un peu le hiring success. En fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'un recrutement marche. Et ça, il y a très peu de boîtes qui le mesurent. En gros, c'est quand quelqu'un est recruté, tu vas envoyer au bout de 3 mois et au bout de 6 mois un NPS. Donc le NPS, c'est pour le Net Promoting Score. Donc de 0 à 10, à quel point est-ce que tu recommanderais, et tu demandes ça à ton manager et à ton candidat.
Donc du coup, tu demandes à ton nouvelle recrue et à la personne qui a fait la besoin, 6 mois après, de 0 à 10, à quel point vous êtes content de cette collaboration. Et du coup, tu fais ensuite la moyenne des deux et du coup, tu vois si c'est un succès. Et du coup, c'est là où tu as un truc intéressant. Par exemple, tu as un candidat qui va te dire, moi, je suis à 9 sur 10, mon manager, il est à 3 sur 10. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Donc le candidat est content, mais son boss, non. Ou inversement, tu vois. Okay. Où tu as des mondes où les deux sont pas contents, bah, du coup, tu rends la période d'essai, les deux sont très contents, du coup, tant mieux. Et du coup, ça, en fait, c'est la base qui devrait être mesurée parce que c'est quoi un recrutement au final? C'est juste, est-ce que la personne va faire le boulot comme il faut et est-ce que la personne va être épanouie et elle va être heureuse à le faire? Donc, en fait, c'est que l'entreprise soit contente de la personne et la personne contente de l'entreprise. Et ça, du coup, souvent, on le mesure pas. On mesure tout le reste, mais pas ça. Genre les cost to hire, time to fill, tout ce que tu veux, qui en fait, au final, sont pas les plus intéressants des KPI. Ok, intéressant. Je vais te poser 2 questions finales. Ok. Alors, c'est pas vraiment les questions finales. Les questions finales, elles sont traditionnelles, mais là, c'est 2 questions spécialisées au recrutement. D'accord. Pour ou contre? Donc, tu me dis pour, tu me dis contre, et pourquoi? À la combini un peu. Non, ouais, mais ça va être, c'est bien. Pour ou contre l'affichage de la rému dans les annonces? Pour 400% non négociable. Je comprends pas les boîtes qui le font toujours pas. Genre, je passe mon temps en formation à le dire, mettez-le. En plus, dans 2 ans, tu auras plus le choix et tu devras le faire. Donc, soit tu es pionnier, soit tu seras un suiveur. Est-ce que tu vas être un pionnier ou un suiveur? Ok. Mic drop. Ok. Merci pour ta réponse. Et pour ou contre l'utilisation systématique du mot talent en RH? En fait, j'ai envie de dire, ma réponse, ça m'est égal. Okay. Tant que du coup, tu bullshit pas derrière. Donc, si tu mets talent en disant genre, chez nous, on a que des talents, c'est contre. Par contre, si tu dis mon job, c'est être talent acquisition, c'est pour, parce que du coup, c'est un intitulé que tout le monde utilise à l'international. Donc, je dirais, je suis pour dans l'absolu, mais contre quand c'est bullshit. Ok. En fait, tu peux pas avoir factuellement que les talents dans une boîte, c'est impossible. Non. Ou alors, tu as vraiment la boîte qui a trouvé le hack ultime, et dans ce cas-là, appelle-moi et dis-moi comment ça marche. Non, ça n'existe pas. Dans toutes les boîtes, voilà, malheureusement, il y a des erreurs de casting, il y a des gens qui vont pas bien. Ou qui vont partir, etc. Voilà, enfin, bref, c'est la vie des boîtes. Hein. Donc, ouais, le mot extraordinaire, en fait. Ok. C'est vrai, cette question, j'aime bien. Okay. Format pour et contre, il est énorme. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? C'est une question d'entretien, ça, quand j'ai commencé le recrutement. Ah ouais, toujours ça. Je suis un vieux recruteur, moi. C'est rigolo, j'aime bien cette question, elle était assez marrante. T'es plutôt slip ou t'es plutôt caleçon? Non, je sais pas posé. Je suis dans Borat, tu sais, genre le slip une pièce, maillot de bain de plage. Non, en vrai, je pense que t'en as fait un bon tour. En plus, c'est toujours fatigant d'être invité d'un podcast. C'est pas facile, hein. Je préfère largement l'animer que d'être invité. Non, t'as fait un bon tour. Est-ce qu'il y a un sujet que t'aurais aimé parler et tu penses à... C'est clair. Ok. Non, c'est ok, ça me va. Écoute, t'as fait un bon boulot de préparation. Je vais pas te inventer pour le plaisir. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote pro qui t'est arrivée avec un client, un prospect, un collab, un candidat que tu n'as encore jamais raconté à un micro? Je peux t'en donner 2, une fun et une intéressante. Ouais. La fun et la flippante, c'était je sais pas si j'ai déjà raconté, je crois pas, mais c'était un stalker que j'ai eu quand j'étais recruteur. Donc du coup, c'était faveur nouvelle et c'était un mec qui est venu à plusieurs reprises sans que je demande rien quoi que ce soit dans les bureaux. Il avait réussi à passer la sécurité, etc. et à être là genre bonjour. Ah, mais il était motivé. Moi. Ouais, motivé mais flippant. Okay. Et il m'avait ajouté sur tous les réseaux sociaux que j'avais. Il avait réussi à trouver mon Instagram alors que c'était pas du tout mon prénom. Bon sourceur pour le coup. Tu vois, genre recruteur. Mais genre trop bizarre. À un moment, il était dans la cour à crier genre Léo, je sais que t'es là, j'en viens trop flippant. Énorme. Insupportable. J'en ai eu qu'un heureusement, mais j'ai failli arrêter, tu vois, en mode ce job, ça c'est quoi ce délire. Donc anecdote qui m'a pour le coup marqué beaucoup et qui m'a, je pense, conditionné dans mon approche du recrutement. C'était un déjeuner sur un bateau. Alors là tu te dis ça va être quoi, aux Bahamas, etc. Non, c'était à Levallois-Perret, beaucoup moins sexy dans la banlieue parisienne. Et c'était avec un mec qui s'appelle Tris Réville, qui est un mec qui a inventé le concept du growth hacking recruteur. Donc avant que tout le monde dise ah là là c'est moderne l'inbound, ah là là c'est moderne le growth, du coup c'est un mec qui en fait un mec qui est comment je dirais, qui est reconverti, qui n'a pas de formation, il a un bac, pas plus, et il a fait 12 000 métiers dans sa vie. Il a été chef cuisinier, il a été investisseur en crypto-monnaie, il a été recruteur. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait, il est un peu hors radar depuis à peu près 2 ans. Et du coup, c'est un mec qui à l'époque on déjeunait sur un bateau. Et en fait, en 1h30, il m'a fait rendre compte que j'étais nul en recrutement. En fait, il m'a cassé toutes mes vérités. Il m'a dit, mais là, du coup, tu recrutes ça, mais pourquoi tu fais pas ça? Va sur un groupe Facebook, fais ça, va dans la rue, tu veux recruter des gens dans les chantiers, va sur un chantier, chasse-les. En fait, il a une vision très pragmatique du recrutement. Et je me suis rendu compte que pendant 30 ans, j'étais trop traditionnel dans mes approches. Et du coup, ce mec-là m'a bouleversé, tu vois. C'était d'ailleurs 1 semaine avant le confinement, ce qui était assez rigolo, tu vois. Et du coup, il m'a vraiment cassé mon cerveau. Tris. Donc, un mec hyper. Aujourd'hui, il fait plus de contenu, il fait plus rien. Donc, ça sert à rien de le citer, tu vois, en termes de lien dans le commentaire. Mais c'est un mec incroyable qui, en fait, a une vision qui est très hack du recrutement, tu vois. Il va trouver le hack ultime pour arriver à se sortir. Et donc, avant que tout le monde parle de growth, ce mec-là, genre, il y a 6 ans, il en parlait déjà. Ok, merci, c'est intéressant.
Quelles sont pour finir là, quelles sont les solutions que tu me recommanderais, ou les personnes surtout que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Soit des DRH ou des patrons du recrutement ou des hommes et des femmes qui travaillent dans le recrutement, ou des dirigeants de société que tu trouves intéressants et inspirants pour mes auditeurs. Alors moi j'ai préparé solutions et RH, parce que du coup tu m'avais envoyé juste ces petites questions là pour que je prépare. Est-ce que tu veux du coup et des solutions et des personnes, comme tu préfères. Ok. Du coup solutions, j'en ai 3 que je te recommande, mais du coup les personnes qui sont liées sont très bien. Donc tu as HireSuite que j'aime beaucoup pour le sourcing, avec Robin Choi que tu as peut-être en ligne de mire pour une invitation. Solers, HireSuite du coup qui est un outil de sourcing. Solers.io. Solers, du coup, le pari, c'est de mutualiser les tests techniques. Donc, t'es dev, tu fais un seul test et ton test est envoyé à 10 je connais moins, tu vois, je vais creuser. Il s'appelle Yacine, le dirigeant, et c'est mon premier boss que j'ai eu quand j'étais en CDI, du coup, chez Faber. Donc, un mec vraiment génial. Et le troisième, c'est Limia. Donc, Limia, du coup, un outil qui, en fait, c'est ce que j'aurais aimé avoir en entreprise. En gros, tu peux chasser dans ton vivier, ça se connecte à ton ATS, et du coup, tu fais de la chasse en interne. Et donc, c'est Louis de chez Limia qui est vraiment top. J'ai fait un webinaire avec lui. Trop bien. Du coup, ces 3 outils sont vraiment bien. Et en termes de personnes, il y a des gens qui sont modernes et qui sont un peu moins connus, je dirais. La première, c'est Adeline Baudemer, qui travaille chez Gorgias, qui fait un outil de malade pour la structuration d'une équipe RH. Donc c'est RH, c'est plus large que le recrutement, tu vois. Et je l'ai eu dans le podcast Tam Tam, je te mettrai le lien si tu veux. Et vraiment, Adeline, elle est vraiment géniale. Deuxième personne, c'est Aurélie Darghini, que j'ai aussi eu dans le podcast, qui travaille chez Coca. Coca, c'est une boîte suisse. C'est en gros la boîte dans laquelle tous les candidats suisses veulent travailler. Suisse francophone en tout cas. Ils ont réussi à créer la culture moderne, avec de la transparence, de la flexibilité. C'est une boîte un peu qui est en mode, comment je dirais, un peu entreprise libérée. Cette boîte est géniale. Ils ont une usine à bière en sous-sol de leur bâtiment, parce qu'ils produisent leur propre bière pour eux et qu'ils vendent à leurs clients. C'est incroyable comme boîte. Et la troisième, c'est Déborah Collet, qui pour moi est hyper inspirante. Elle a créé le principe de self-service hiring. Je te mettrai le lien aussi de ça. En gros, c'est faire en sorte quand t'es solo recruteur, que tes managers recrutent à ta place. Si je résume, tu vois. Et en fait, elle crée une méthode pour donner de l'autonomie à tes managers. Et Déborah, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement brillante, que j'adore, et qui surtout est extrêmement solaire aussi. Donc, c'est des gens qui sont à la fois hyper brillants et en même temps hyper dynamiques, qui donnent envie de les écouter. Ça fait du monde, hein. Ça fait du monde, mais c'est hyper intéressant, hyper inspirant. Et moi, ce que je souhaite, c'est aussi que mes auditeurs, bien sûr, ils s'intéressent à l'invité de la semaine. Bien sûr. Mais qui se disent, tiens, je vais peut-être en trouver d'autres. Ces gens-là sont voilà. Il y a des gens qui sont pas connus. C'est ça, je t'ai pris que des gens justement qui n'étaient pas forcément, Romain quand même assez connu, et qui sont top, hein. Ouais, j'ai interviewé Stéphanie Villejoubert, qui est mon premier épisode de podcast de 2024. C'est son premier épisode. C'est une femme juste top. Et personne la connaît. Mais non. Et voilà, j'essaie d'interviewer des gens comme toi qui sont connus dans le milieu, et puis des gens qui sont moins connus. Bien sûr, et c'est hyper intéressant. 100%. Donc voilà. Au-delà de ton propre podcast, t'écoutes des podcasts qui sont pas forcément RH d'ailleurs. Est-ce que t'écoutes des podcasts? Écoute, oui. Est-ce qu'il y a un ou deux podcasts que t'aimes écouter et qui peuvent être RH mais qui sont pas forcément RH? Même ceux que je t'ai choisis sont pas RH, les 3 de toute façon. J'écoute beaucoup justement de podcasts dans des disciplines annexes, beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup de marketing. Un de mes préférés du coup, c'est Marketing Square. En fait, c'est genre le podcast marketing à écouter, que j'écoute aussi, qui est vraiment top, qui est vraiment trop bien. J'étais trop heureux quand elle m'a invité, Caroline, à passer dans le podcast. C'était vraiment chouette. Deuxième chose, ça s'appelle Guerre de business, tu connais peut-être, qui est vraiment chouette du coup sur en fait c'est très storytelling, il y a un côté un peu série audio, sur des guerres entre des concurrents, par exemple Nike, Adidas, Burger King, McDonald's. Trop bien comme c'est podcast. Très bien fait. Et le troisième, c'est mon préféré de tous les temps, s'appelle Talks at Google. Pour le coup, c'est en anglais. En fait, c'est des gens qui sont invités chez Google pour parler. Le tout premier qui était invité, t'as vu le film Attrape-moi si tu peux, Catch Me If You Can avec DiCaprio? Du coup, le vrai mec dont l'histoire est tirée est venu faire l'épisode numéro 1 de Google. En fait, ne serait-ce que cet épisode-là, il mérite tout. Et c'est un mec qui t'explique, en fait, c'est quoi la vie de ce mec. Et là, tu demandes, parce que dans le film, t'as une vision du film, le mec était avocat, pilote, etc. Et du coup, là, en fait, il t'explique tout ça. Et genre, la conclusion, j'ai chialé comme une madeleine à la fin, parce que c'est un mec qui est incroyablement beau dans ce qu'il dit, dans son humanité. Et en fait, dans ce qui est, après une vie de cavale, une vie de plein de métiers, en gros, je peux pas la conclusion, écoutez-le, mais la conclusion, elle est magnifique. Et deuxième épisode, c'était quelqu'un qui était déporté dans des camps. Donc là, par contre, tu chiales, mais pour des raisons différentes, parce que c'est juste hyper dur. En fait, elle t'explique sa vie. Et c'est que des gens qui ont des parcours de vie complètement de barge, et pour le meilleur comme pour le pire. Et du coup, Talks at Google, c'est en anglais, et il y a aussi des vidéos sur YouTube, donc soit ça s'écoute, soit ça se regarde, et c'est incroyable. En fait, chaque personne apporte de fou. Ils sont à 400 épisodes, j'en ai vu, je pense qu'une centaine, pas plus. Mais c'est oufissime ce podcast. C'est le meilleur inconditionnel de tous les temps. Merci. Je mettrai tous les liens aussi de ces 3 podcasts dans le résumé.
Et puis dernière question, si on a voulu te contacter, qu'est-ce que... Sur LinkedIn principalement. Là, tu réponds. Je réponds à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui répondent pas à tout le monde. Non, je trouve ça très mal. Je réponds à tous les gens qui m'envoient des messages. Attends, on se connaît, mais j'ai jamais ton 06. Ouais, c'est vrai. Tu ne communiques pas ton 06. Ça, c'est rigolo. Si, en vrai, genre, je dirais... tu vas me le donner à moi, alors. Quand les gens me demandent, mais moi, après, la messagerie LinkedIn est juste insupportable. Donc, dès qu'en effet, je suis passé sur beaucoup, WhatsApp... ça pouvait être un peu amélioré, ça serait pas mal. Et tu sais, genre, c'est pas instantané, genre sur WhatsApp, tu vois quand les gens écrivent, etc., t'as les petits coches, là, genre, tu sais pas ce qui se passe, genre, t'as l'impression d'envoyer des pigeons voyageurs, quoi, c'est Harry Potter, le truc. Mais non, donc LinkedIn, principalement, Léo Bernard. Je suis le seul Léo Bernard avec un petit renard à côté, c'est pour me repérer, parce que de Léo Bernard, on est près de 200 maintenant sur LinkedIn. Léo, le prénom le plus porté en France, quasiment, et Bernard, le deuxième le plus porté. Forcément, ça crée beaucoup d'homonymes. D'accord, ok. Un grand merci, Léo, pour ton temps, ta transparence, d'être venu à Rennes aussi. C'est un plaisir. Tu n'es pas venu que pour cet épisode, tu fais d'autres choses. Les Queen Amman, et en fait c'est l'annexe pour ce podcast, tu vois. Mais c'est vraiment très très sympa. Et puis j'espère à toutes et tous que vous avez passé un superbe moment avec Léo. Merci Léo, à bientôt. Merci à toi Florent. Au revoir. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!